Bon, bah, écoutez, je vais vous présenter nos amis. Déjà, nous avons la Dominique Havel et nous avons la Fiona Gordon. Donc, vous n'avez pas été de la marchandise. Les deux là, ils sont là. Mesdames, messieurs, enfin, madame, monsieur, comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à une école qui s'appelle l'école Jacques Lecoq, à Paris, dans les années 80, 1980 précisément. Moi, j'avais fait des études de théâtre déjà à l'université. Lui, il faisait du sciences économiques. Donc, on n'avait pas on n'était pas au même stade dans la formation. Mais en fait, à l'école, on n'a jamais travaillé ensemble. On se connaissait, mais on n'a pas trop travaillé ensemble. Alors, cette école, c'était une école internationale. Il y avait des Japonais, des Africains, des Suédois, des Danois, des Canadiens comme moi, un petit peu de tout, des Belges même. Et donc, à la fin de l'école, après 2 ans de formation, tout le monde est parti dans leur pays, content de retourner chez eux pour faire leur compagnie de théâtre ou autre chose. Et Dominique et moi, on n'avait pas envie de rentrer. Et donc, on s'est dit, bon, on va essayer de travailler ensemble, on ne sait jamais. Et en fait, on s'est super bien entendu comme partenaire de jeu. Et puis, par la suite, on est tombé amoureux. Bon, c'était ça. Moi, j'avais du retard, comme elle disait, parce que j'étais en sciences éco, donc c'est pas très physique. Et j'ai commencé à faire du mime, un stage de mime dans la dernière année. Et ça m'a tellement plu, cette ouverture-là. Et tout le voyage pédagogique de Lecoq qui m'a ouvert à tellement de choses géniales. Alors, quand vous avez su que ça allait corder du point de vue professionnel, qu'est-ce que vous apportez l'un et l'autre au travail commun? Le travail commun ou l'école? Le travail commun. À nous deux. Ouais. C'était une continuation. Alors, la particularité de l'école, c'est que justement, on devait, à la fin, même la dernière année, présenter un spectacle tous les vendredis. Et le lundi qui précédait, on avait le titre et le thème. Par exemple, par 4, vous faites un truc sur les mélodrames et le thème, c'est le couteau, par exemple. Et donc, vite, il faut qu'on fasse un truc parce qu'on n'a que 4 jours. Et c'est assez chouette parce que, évidemment, on travaille le mélodrame dans cette période-là, mais aussi parce qu'on apprend à travailler ensemble sans trop réfléchir. En général, quand on se met dans la création, les gens commencent à discuter. Et quand on discute, c'est qui, on va prendre l'idée de qui et tout. Et donc, on apprend un petit peu à la fois, on s'en fout, il y en a un qui a une idée, on ne perd pas de temps, on suit cette idée-là. Et puis, on travaille, quoi. Et en sortant de l'école, on avait cette dynamique-là. On ne cherche pas l'idée géniale. Peut-être parfois l'idée géniale peut caler les gens au démarrage parce qu'ils regardent des films qui sont géniaux, ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire pour arriver à ce niveau-là? Mais si on regarde au-dessus de la montagne, on n'y arrive pas. Il faut juste se lancer, essayer, corriger, travailler. Et donc on avait ça on savait faire des erreurs, on savait. Et donc on a commencé à faire un spectacle. Le premier spectacle ensemble, on avait un spectateur le soir. Même avant ça, Fiona, elle a fait un petit truc et il n'y avait pas de spectateur. Donc, Si, il y avait un spectateur, mais il est arrivé en retard. C'est-à-dire qu'on était à Avignon, dans un petit garage, je ne sais pas, il y avait 30 places. Il n'y avait personne, donc on avait décidé de jouer quand même pour nous, pour répéter. Et puis il y a une tête qui est passée dans la porte. On a dit, on a un spectateur, donc on a recommencé pour cette personne. Et puis à la fin, on avait, je ne sais pas, une trentaine après 2 semaines. Le théâtre, ça vous a appris quoi? Parce que vous avez quand même beaucoup joué avant de faire du cinéma. Ça nous a tout appris. Parce que en tant que clown, il faut qu'on soit confronté à un public pour se rendre compte comment on est drôle individuellement, parce que chacun a son style et c'est pas vraiment toi qui décides. Tu essaies des choses devant un public et le public réagit et puis petit à petit tu trouves ton chemin, comment faire rire, comment toucher, quand c'est ennuyeux. Tout ça on apprend sur la scène. Donc pour nous ça nous a apporté cette radar-là, disons, le radar, est-ce que ça plaît ou pas, qu'on a perdu un peu avec le cinéma parce qu'on l'a plus pendant qu'on crée, c'est vrai. Vous dites tout le temps que vous êtes des clowns. Qu'est-ce que c'est un clown pour vous?
C'est quelqu'un qui rate ce qu'il entreprend, c'est les personnages qui se sentent trop petits dans un monde où il faut être grand, trop lent dans un monde où il faut être rapide. C'est très lié à l'échec, mais nos histoires de clowns, on dit toujours c'est des histoires de gens qui tombent. Parce que ce qui est marrant, c'est aussi quand ils tombent, mais quand ils se relèvent aussi. Cette espèce d'espoir qui renaît, un optimisme inébranlable. Que le clown a en lui l'habitude de tomber, mais ça va aussi loin, ça va dans l'enfance, peut-être tout le monde a envie de marcher sur 2 pieds quand on est petit, bébé, tout ça, et puis on tombe. Et c'est pour ça que les enfants aiment les clowns, je crois, à la base, mais ça parle aussi de la perte de la dignité. Quand on rate, on est tellement performant dans la vie que quand on rate, on se sent humilié. Et quand on travaille dans ce domaine-là, je pense qu'on touche les gens parce qu'ils se reconnaissent très fort en nous. La différence de la comédie et du clown, ou la comédie et du burlesque, c'est que je crois que le burlesque, il montre ses propres conneries, ses propres échecs, et les gens se reconnaissent à travers le clown et en rient. Dans le clown, on se définit pas toujours comme clown. Je pense que Fiona est un peu plus clown que moi. Je pense que c'est un peu, on parlait des funny bones du temps de l'invention du burlesque en Angleterre. On décide pas vraiment d'être clown. Fiona, elle voulait être tragédienne, mais elle est drôle. Dans la vie, elle est drôle, elle n'arrête pas de se casser la figure. Et puis, il y a des... Voilà, il faut surtout... Alors, il y a des clowns qui peuvent être très retenus, comme dans Kaurismäki, par exemple. C'est une épure. D'ailleurs, Kaurismäki les empêche de bouger même les sourcils, parce qu'il n'aime pas quand les gens surjouent. Mais pour lui, la notion du surjeu, c'est il ne faut pas qu'ils ouvrent trop grand leurs yeux, il ne faut pas qu'ils bougent trop les mains. Donc il ne reste plus grand-chose, mais c'est du clown. Donc il y a plein de sortes de clowns, mais ça part quand même de cette envie de faire rire. Enfin, je continue un peu ou je suis trop long? Le rire ça participe à ça, je trouve. Quand on rit, on ne décide pas qu'on rit. C'est le corps qui part. Et puis la tête se dit « Ah, est-ce que j'ai bien fait de rire ?» Le rire, ça nous trahit, ça dit qui on est. Et souvent, après, la tête, elle dit « Mais est-ce que j'ai bien fait de rire? Là, je suis le seul. J'ai l'air con. » Mais voilà, ça court-circuite l'analyse et l'intellectuel, mais le corps, il dit vrai. Et je pense que le corps, il a des capteurs qui sont fondamentaux chez les humains, c'est le sens. Quand les gens parlent, comme moi, là, on essaie d'être précis, et donc on trahit nos vrais sentiments. Parce que le mot, on doit choisir, il n'y a jamais un truc entre 2 mots, il faut choisir lequel on emploie. Et le corps, il perçoit, parfois je vais dire un truc, mais vous sentez que je suis mal à l'aise. Parce qu'on capte très vite ça, dans les relations humaines, quand quelqu'un parle, on sait très bien s'il est mal à l'aise ou s'il est très à l'aise. On sait très bien la qualité de sa voix, à ses mouvements parasites. Est-ce que j'ai l'air tendu ou est-ce que j'ai l'air ouvert, décontracté, pardon. Et tout ça, voilà. Alors on adore, ça fait partie du monde du clown, ce qu'il y a entre les mots. Quand on n'a pas encore trouvé le bon mot, ou bien qu'on l'a trouvé mais que c'est trop tard et qu'en fait c'était le mauvais mot. Mais entre les deux, il y a vraiment une zone qui est très riche parce qu'elle, profondément, elle dit qui on est comme humain. C'est-à-dire on est quand même, dans le fond, des enfants et on ne sait pas trop, ce qu'on veut dire. Comment on arrive à faire jouer les gens comme ça? Parce que c'est pas évident de se mettre presque à nu devant un public. Comment vous les décoincez? Tu parles dans les castings? Déjà vous. Comment vous êtes arrivé à vous décoincer parce que c'est pas facile de se rouler par terre en faisant le verre. Nous, les acteurs, on a quand même tous ce côté un peu cabotin au départ, donc on a envie de faire des choses pour les publics. Donc nous, ça va. Et puis les gens qui viennent en casting aussi, ils ont envie de ça, pour la plupart. C'est ce que vous faites, en fait. Et on va jamais forcer quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Mais bon, c'est vrai qu'on passe par le jeu. On court ensemble, on fait des marches. On fait des marches où on demande à des gens d'être tirés par le nez ou d'être tirés par le menton ou par le ventre. On fait un tas de trucs physiques où on ne doit pas trop réfléchir. Et puis on commence à poser des questions et puis ils sont désarçonnés. Et ça ne nous intéresse plus, ce côté désarçonné, plutôt que la réponse, évidemment. On cherche ce moment et ils se disent « Oui, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin pour le petit déjeuner? Je ne me souviens pas. »
Ou bien celui qui a fait un petit déjeuner énorme. Chacun a plein de choses qui... Là, il faut juste être sensible à celui qui est en face. Mais alors, vous avez travaillé avec des non-professionnels, vous avez aussi bossé avec des professionnels, je pense à Emmanuel Riva, à Pierre Richard. Comment ils s'intègrent là-dedans? Il s'intègre. C'était beaucoup plus facile que ce qu'on pensait parce qu'on n'a pas l'habitude des vedettes. Donc nous on se disait waouh, on va aller voir Emmanuel Riva. On a vu Hiroshima mon amour, on a vu Amour qui venait d'avoir la Palme d'Or. Et on se disait alors d'abord on cherchait une femme âgée et dans les actrices il y a très peu de femmes âgées qui ont l'air âgées. Et donc on avait vu elle une publicité, comment on dit, un clip, enfin qu'elle avait fait pour aller aux Oscars. Et c'était une équipe télé qui était chez elle. Elle faisait Chaplin. Elle faisait Chaplin, mais vraiment avec un bonheur, avec une insouciance qui était super. Et on s'est dit elle aime l'humour, enfin, je veux dire, ça se voit qu'elle a... Et donc, ça nous a déjà un peu rassurés. Et puis après, on nous a dit, on a demandé comment on fait. Donc, on a envoyé le scénario. Elle a aimé. Elle n'avait jamais fait de burlesque. Donc, elle aimait le burlesque. Elle aimait Pierre Etex. Donc, ça lui parlait. Mais après, on a été au restaurant. Donc, on avait un peu peur. Qu'est-ce qu'on va lui dire et tout. Mais elle nous a mis à l'aise. Elle piquait dans nos assiettes. Enfin voilà, donc elle disait dans les gens qui passaient dans la rue, elle disait regarde celui-là avec ses chaussettes. Et donc voilà, elle nous rendait la vie facile. Et après ces deux approches, Pierre Richard et elle, complètement différentes, on ne savait pas, mais elle travaille beaucoup. Elle est très intéressée de savoir ce qu'on pense et vers où on veut aller. Donc elle demande et elle bâtit. Et Pierre Richard, c'est le contraire. Pierre Richard, je pense qu'il est incapable de répéter, enfin il ne veut pas répéter, il veut improviser. Et donc quand on est face à des acteurs comme ça, il faut surtout jouer avec le courant de l'eau, donc il faut guider ce qui vient. Et Pierre Richard, c'était super parce que bon, il était danseur plutôt au début, enfin il a fait Jacques Lecoq aussi. Il y a Béjart qui lui a demandé de jouer, mais il ne voulait pas, il avait déjà des propositions au cinéma. Mais en tout cas, il a un mouvement incroyable. Et il était content de retrouver une petite danse dans un film et de s'exprimer comme ça. Mais alors lui c'était donc autre chose, mais entre les deux, ils ne se connaissaient pas. Et il faisait une petite danse que vous verrez si vous voyez la danse, si vous voyez le film ce soir. Il fait une petite danse de pied et à la fin, il regardait Emmanuel Riva et lui dit « Mais on m'avait dit que vous étiez chiante, mais pas du tout en fait. » Et ça, c'est Pierre Richard, quoi. Ça sort, poum. Et elle a éclaté de rire. Parce que donc vous aviez eu une petite troupe théâtrale, est-ce que c'est la même troupe qui s'est retrouvée quand vous avez commencé à faire des films? Certaines personnes, mais quand tu parles de troupe, tu parles des comédiens ou tout le monde? Tout le monde, hein, parce que En fait, chez les techniciens, au théâtre, on avait un régisseur et on voyageait à 3 dans notre camion. J'imaginais une foule, mais effectivement... Non, c'était que 3 personnes, toujours, ou parfois 4. Et donc, c'est pas les mêmes... régie en théâtre, c'est pas du tout la même chose. Donc, on a un peu recommencé au cinéma. Et au début, pour le premier court-métrage qu'on a fait, Merci Cupidon, on avait une équipe, on connaissait pas grand-chose. On avait joué dans un seul court-métrage nous-mêmes. C'était un court-métrage réalisé par Bruno Romy. Ah oui, on va parler de ça. Et donc on a réalisé avec Bruno Merci Cupidon. Mais on était face à une équipe et on ne comprenait pas leur langage. Par exemple, ils nous demandaient quelle époque, vous voulez quelle époque? Mais nous, on ne pense pas en termes d'époque. On pense juste, on cherche des couleurs, des objets patinés qu'on aime beaucoup, un café qu'on aime bien ou un lieu qu'on aime bien. On est indifférent à l'époque. Donc ce langage-là, elle était perdue parce qu'on ne pouvait pas lui dire. Et nous, on était perdus parce qu'on ne savait pas travailler comme ça. Et pareil avec les techniciens qui étaient c'est un monde très hiérarchisé et très compartimentalisé. Compartimentaux, oui, c'est bien. Oui, voilà. Et ça non plus, on avait beaucoup plus l'habitude de travailler en équipe. Donc, cette expérience-là, on l'a fait, on s'est adapté au monde du cinéma. Et après ça, sinon, on ne va pas faire comme ça, on va trouver des gens polyvalents qui savent tout faire, qui
qui s'amusent en créant. Et petit à petit, du coup, on a fait notre équipe. Et donc pourquoi le cinéma? On en a déjà parlé, mais ce serait bien de le rappeler. Pourquoi d'un seul coup vous avez eu envie d'aller au-delà de la scène et de vous enregistrer? Bon, ces clowns-là, Tati, Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy et tous les autres, ils nous inspiraient. Parce que alors, quand on a commencé à faire les clowns sur scène, il commençait à y avoir des clowns qui travaillaient dans les théâtres, comme Bolek Polivka, Carlos Trafik, enfin, c'est des gens... Vous ne peut-être pas. Non, mais en tout cas, ce n'était plus des... Avant ça, nos références clowns, ça faisait plutôt... C'était les perruques, les gros nez, les grandes chaussures, des clowns pour enfants. Mais alors, ça a basculé vers des clowns pour adultes. Et ces gens-là, ces genres de clowns sont plus proches de la vie que les clowns McDonald's, quoi. C'est-à-dire ils n'ont pas les attributs, mais c'est quand même des clowns. Et ces genres de clowns, ils sont dans le cinéma muet, dans le début du cinéma. Et ça nous travaillait, ça nous inspirait. Ça. Et donc on regardait beaucoup tous ces films-là. Et forcément, comme ça nous nourrissait, on avait toujours en tête d'essayer, mais c'est pas facile. Hein. Au début, les caméras VHS, elles sont immenses, très lourdes. Je veux dire, comment faire? Et on connaissait rien en cinéma. Et donc, dès que ça a été possible, on a essayé. Et puis, on s'est rendu compte assez vite que... Parce qu'on avait des spectacles qu'on rodait. Il y en a un qu'on a fait 2000 fois, avec des scènes un peu bien calées, quoi, qui marchent bien. Et on voulait les mettre dans le cinéma. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a une grosse différence, que ça ne marchait pas. Et la raison, c'est que... Enfin, je crois, c'est que quand on est en théâtre, le spectateur, il vit le truc avec nous, mais il remplit aussi. C'est-à-dire, il rit, il respire, il nous regarde. On joue, mais on regarde. S'il rit, nous, on les regarde. On ne sait pas pourquoi il rit. On ne sait pas pourquoi il rit. Et je veux dire, c'est que le spectateur, c'est au moins une musique. Et quand on coupe cette musique, il manque quelque chose. Et il manque, en tout cas, les réactions, ces temps de réaction. Et il manque aussi on devait tout recommencer, quoi. Enfin, tout recommencer. On avait des... Il manque peut-être aussi la capacité de pouvoir s'adapter au public qui est en face. Aussi, oui, ça serait bien dans le cinéma de pouvoir en rajouter une. Ça permet le spectacle vivant. Ouais. C'est drôle parce que les gens trouvent que notre style au cinéma est très théâtral, mais pour nous, c'est extrêmement différent. Même dans les détails, par exemple, quand on est au théâtre et on veut juste passer un doigt, par exemple, c'est presque pas possible parce qu'on a des gens là-bas, on a des gens là-bas, et donc la personne là-bas, il voit tout nos corps, et cette personne, il voit même pas le doigt. Donc on doit vraiment penser aux perspectives assez larges, tandis qu'au cinéma, on peut vraiment jouer avec le cadre, et on peut faire ce petit doigt qui passe, ses orteils. Sauf quand les projectionnistes se trompent de fenêtre et qu'ils enlèvent la droite et la gauche, ce qui arrive. Ou que les télés rognent parce qu'on a fait le film comme ça et qu'en fait dans la télévision elle est comme ça, donc ils coupent la gauche et la droite. Alors, ça me fascine, pourquoi ce nom de compagnie, Courage mon amour? Je trouve ça magnifique. C'est l'impression, c'est votre carrière, Courage mon amour, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. On dit parfois qu'on est comme une fourmilière, mais il n'y a que 2 fourmis chez nous. Donc, qui est la reine? Ne répondez pas à cette question. Mais c'est beaucoup de boulot, pas même pour une pièce de théâtre, mais c'est beaucoup plus de boulot pour un film, évidemment, parce que c'est plein de gens qu'il faut emmener avec nous et qu'il faut payer. Donc on perd énormément de temps à chercher l'argent. Enfin, on passe au moins 2 ans. Oui, voilà, il faut du courage pour... Oui, mais c'est un grand plaisir aussi. Du courage et de l'amour. Voilà. Oui, oui. Notre image, c'était de quelqu'un qui est suspendu d'une falaise d'un doigt. Et donc, l'autre, courage, mon amour, j'arrive. Et donc, vous avez fait plusieurs courts-métrages. Pourquoi d'un seul coup, pourquoi le passage au long? Vas-y, Dan. Non, vas-y. Je pense qu'on est plus à notre façon de penser et d'agir, et on est assez lent. Donc le long métrage nous convient mieux. On avait plutôt beaucoup de mal à essayer de caser dans peu de temps ce qu'on avait envie de raconter.
Donc le court-métrage, c'est pas aussi parce que c'est le format, on commence avec ça. Et en fait, c'est un bon format pour le burlesque. Mais nous, on était contents de pouvoir vraiment s'étendre dans les longs. Et donc, vous avez rencontré Bruno Romy, comment il s'est intégré à votre duo? D'abord, on faisait une tournée théâtrale dans le Calvados et il était régisseur d'accueil juste parce qu'il avait besoin d'argent, donc il faisait ça. Mais déjà, il avait ses films à lui. Et donc, à la fin de la tournée, il nous a dit « Est-ce que vous voulez faire les rôles principaux de mon prochain court-métrage ?» On a dit « Ah ouais, super ». Bon, il a fait ce film. Et nous, ça nous a ouvert beaucoup de portes parce que on a vu comment on fait un film, voilà, quels sont les postes, qu'est-ce qu'ils font et tout. Donc on a appris beaucoup. Et à la fois, on avait aussi une relation riche avec lui parce que Bruno est quelqu'un qui est assez formel et qui dit très peu. Si vous l'avez en interview, c'est une expérience. Je sais. Oui. Donc quand on travaille avec lui aussi, lui il dit souvent c'est génial ou c'est nul. Voilà. Généralement, il dit c'est nul à chier. Ça, c'est vraiment pas terrible. Mais après, il dit c'est génial quand il trouve que c'est bien. Il a aussi un passé, il a été très courtement clown, et donc il aime ça, et puis donc il dit pas grand-chose, mais c'est pas grave, parce que quand notre travail intègre beaucoup d'improvisation, on écrit des histoires, ça nous prend longtemps, il faut un certain genre d'histoire très simple pour que les séquences ont un potentiel rigolo, un potentiel clownesque. Et puis après, on les essaye dès qu'on peut, dans une salle de répète d'abord, avec des chapeaux, des cartons, on fait semblant de conduire une bagnole et tout ça. Et là, c'est pas la peine de trop parler, on essaye plein de choses, des manières variées d'exploiter les propositions, et on les filme, et après on regarde ensemble. Et quand on rit à trois, on se dit, c'est bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en parler en fait. Donc c'est très facile et ça fait un petit public qu'on a moins à deux. Par contre, donc ça explique pourquoi on a longtemps travaillé avec lui. Par contre, évidemment, quand on est trois ou même plus, je ne sais pas s'il y en a qui le font à plus, c'est des compromis un peu quand même. Et avec Fiona, on a l'habitude, on sait où on va, l'humour et l'humanité, on sait où on va. Et à trois, ça enrichit et à la fois ça bride parfois. Donc je pense qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule 1. D'ailleurs, c'était Godard qui avait fait un article dans l'IB à un moment, ça s'appelait Les multiples de deux. Il partait de tous ses frères Dardenne, les frères Machin, les frères Baza, ou les sœurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Et voilà. Et il disait, en fait, c'était pour expliquer que le cinéma est beaucoup plus collectif qu'on le pense. Et que lui-même, il disait, il y a toujours quelqu'un qui inspire ou qui relie ou qui donne plein d'idées, sa femme, son copain, sa copine. Et donc, cet aspect collectif, on l'a vite compris, on en a besoin, nous. Même en tournage, on a besoin d'avoir des décorateurs qui proposent, qu'on aille tous ensemble vers quelque chose. Et après, nous, on est aussi têtus, donc on tranche, c'est-à-dire on sait aussi dire non, on va faire plutôt ça. Parfois, c'est de savoir dire non à bon escient. Oui, je me souviens dans La Fée, notre film La Fée, on fait une petite danse aquatique. Et alors notre costumière avait prévu un super costume avec des coquillages, un peu à la Hollywood des années 50. Et alors nous, on a commencé à danser avec ces coquillages, mais alors ils nous coupaient la peau, c'était impossible. Et donc, elle avait longtemps travaillé sur ce costume, et on a dû dire, mais non, on ne peut pas faire ça. Et on a vu un tas de varech, des algues. On s'est dit, on va faire avec ça. Bon, elle était vraiment vexée parce qu'elle avait beaucoup travaillé, mais à la fin, elle a compris que c'est le jeu qui doit primer sur les choix. Comment ça fonctionne l'écriture? C'est une discussion commune ou vous vous séparez parfois pour écrire chacun de votre coin et puis vous comparez? Comment ça se passe? On a trouvé un truc qui va bien parce que comme on est têtu, un couple déjà, et donc on s'engueule. Mais c'est-à-dire qu'on est têtu, on a envie que ces idées priment toujours, comme tout le monde, comme tous les enfants. Mais après, maintenant, on a trouvé ce truc, c'est qu'on s'envoie des emails.
Mais on est à côté l'un de l'autre. Hein. Mais donc on part d'une idée, en fait on part souvent d'une ou deux idées et on verra laquelle va jusqu'au bout. Mais en tout cas, sur l'idée qui va rester, on a une page, et on l'envoie à l'autre, et l'autre il barre la moitié. Et donc c'est ralent. Mais comme c'est un email, ben, on ne le sait pas. Et puis ça laisse un tampon, voilà, une distance, et elle va barrer la moitié, elle va rajouter encore une page en plus. Et puis moi je reçois ça, et je me dis, elle a supprimé tout ce que je préférais. Mais voilà, ça, on peut digérer les déceptions et comprendre aussi, ah oui, essayer de comprendre pourquoi elle va dans ce sens-là. Et c'est une bonne formule, quand on était à 3 ou à 2, c'est pareil. D'accord, ce que j'avais demandé, si ça changeait quelque chose quand Bruno était là. Non. Mais Bruno était toujours, c'est un truc, un talent qu'il a, que peu de gens ont. Il rajoute peu, mais la chose qu'il rajoute est vraiment bien. Super. Je me souviens, on jouait à Paris, on faisait une série, et ça marchait pas. On commençait, il y avait peu de gens, et ça c'est difficile quand on fait du théâtre, quand il y a très peu de gens, les gens n'osent pas rire, donc c'était vraiment difficile. Et nous, notre jeu changeait parce que ça marchait pas. On cherchait pourquoi. Et lui, il est venu voir le spectacle. Il dit, mais pourquoi vous jouez de plus en plus vite? Et puis on a compris le fait que ça marchait pas. On avait tendance à speeder. Et lui, il avait vu ça. Et on a ralenti le lendemain. Ça a commencé à marcher. Donc, il suffit parfois de peu pour que ça puisse prendre son envol. Il vous arrive de vous engueuler, je parle professionnellement parlant. Hein. Ah oui, parce que dans la couple, ça, souvent on se retrouve là. Mais oui, mais s'engueuler, alors ça sert à rien de s'engueuler, quoi. Mais on est plutôt têtu de revenir avec, à la charge avec une idée. Mais à la fois, on sait quand même profondément que s'il y en a un des deux ou des trois qui n'est pas d'accord, c'est qu'il y a une raison. C'est que... On dit en anglais, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on pense peut-être que ça ne va pas, you smell a rat. Oui. Mais nous, on dit, if you smell a rat, there is a rat. Et c'est valable aussi, on s'est dit ça par rapport à la finalisation des films. Parfois, on hésite, est-ce qu'on met cette scène-là? Elle est peut-être un peu longue, mais on l'adore. Mais en fait, maintenant, on s'est dit pour le prochain, if you smell a rat, there is a rat. Il faut agir, quoi. Et alors, vous avez commencé à travailler sur pellicule pendant, jusqu'à, je ne veux pas dire d'André, jusqu'à l'Étoile filante. Jusqu'à Paris Pieds Nus. Jusqu'à Paris Pieds Nus, vous avez travaillé avec de la pellicule. Qu'est-ce que ça a changé? C'était lourd déjà la pellicule. Est-ce que ça a changé quelque chose le fait d'avoir des caméras plus légères en digital? Vas-y. Moi, je n'ai pas senti un changement de lourdeur. On avait une super équipe qui adorait la pellicule. Donc, ça allait chaque fois extrêmement vite. Il y avait juste le fait qu'on avait droit à autant de pellicules, mais de toute façon, on ne faisait pas tant de prises. Non, il n'y a pas... À la limite, le digital, ça a rajouté du monde, parce qu'il faut quelqu'un qui organise les data. C'est pareil, en fait. C'est très... Non, c'est pareil à ce niveau-là. Peut-être on a les retours, les rushs un peu plus vite. Ça, c'est fondamental. Ouais. Parce que quand on développait les bobines, il fallait attendre 2 jours pour voir peut-être ce qu'on avait raté ou pour savoir que là, on aurait pu faire mieux. Tandis qu'avec le digital, tout de suite, on va à la caméra et on dit bon, tu peux me repasser telle prise. Et on dit ah oui, il faudrait que je me sois un peu plus comme ça ou que Fiona arrive un peu plus vite. Et ça, c'est très précieux. Et puis aussi l'équipe peut participer, le décorateur, l'éclairagiste. Il ne faut pas que tout le monde vienne trop donner son avis ou sinon ça devient une soupe. Mais par contre, on a des personnes qui s'épanouissent avec ce genre de choses, donc ils viennent voir l'essentiel et on agit en fonction. Mais la grosse différence pour nous, c'était que la pellicule, d'abord, il y a des pellicules qui n'existaient plus. La Fuji qu'on aimait beaucoup, qui avait des jolis verts et des violets et tout, elle a disparu. Et puis, surtout en pellicule, ce n'est pas la réalité. La pellicule, c'est comme une peinture. Il y a du grain, ça transforme les choses et ça apporte une poésie. C'était assimilé au cinéma jusqu'à les années, je sais pas quoi. Mais et après, on est passé au numérique et en cherchant ça, à imiter ça, à retrouver ça, c'est une erreur sans doute. Mais en tout cas, ce qu'on voulait retrouver, c'est du velouté, c'est de pouvoir
travailler les nuances dans les couleurs, c'est de ne pas être trop clinique, pas trop défini, parce que la recherche du défini, ça, à la fin, ça devient inintéressant, quoi. Le flou peut être vraiment joli. Mais maintenant, alors on a commencé avec Paris pieds nus, on l'a un peu regretté, c'est-à-dire qu'on était limité, bridé par les imperfections du numérique. Et avec le dernier film, esthétiquement, maintenant les caméras permettent de faire beaucoup de choses. Et si on veut du velouté, on a du velouté. Si on veut des... Est-ce que ça change quelque chose du côté mise en scène, effets spéciaux, choses comme ça? Parce que vous faisiez beaucoup de choses artisanales qui viennent du théâtre, qui viennent du burlesque. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous de ce point de vue-là? Techniquement, oui, parce qu'il fallait scanner la pellicule pour pouvoir la traiter numériquement et après la refaire basculer en pellicule. C'était des grosses opérations. Tandis que maintenant, on a du data en film, et on a des oui et des non. Enfin, je sais pas, je connais rien, mais je veux dire, maintenant, on a directement la matière qui permet de la mettre dans un ordinateur et de faire des effets énormes, parce que avant, enfin, ça évolue de jour en jour, ces trucs. On peut me dédoubler et que je joue avec moi-même. Il n'y a pas besoin d'être deux, de faire un coup l'un, un coup l'autre, c'est de dédoubler tout facilement. Oui, par contre, on est toujours tenté, pendant le tournage, s'il y a une bêtise, tout le monde dit « Oh bon, on corrigera en post-production », parce qu'on croit qu'à partir du moment où on est en post-production et on traite les images, qu'on peut tout faire, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est le nouveau montage. On verra ça au montage. Oui, oui, oui. Tandis que nous, notre plaisir, c'est de vraiment travailler ça au tournage pour le plaisir de faire quelque chose de bricolé, de travailler avec les erreurs et de trouver l'image avec toute l'équipe. Tandis qu'en post-prod, on ne peut pas tout faire, contrairement à ce qu'on dit. Et du coup, parfois... La matière de base, on ne peut pas l'inventer. La technique, elle est au service de l'humain. Oui, donc parfois on se fait avoir un petit peu par cette tentation. Alors comment vous vous dirigez l'un l'autre? Vous dirigez l'un l'autre, comment ça marche de ce point de vue-là? Vu le parcours qu'on a fait, on a fait au moins 5 spectacles sur scène, avec 2 sur scène. On n'avait jamais de metteur en scène. On aurait peut-être dû, parfois. Mais on fait partie de ces gens, comme les Keaton, Chaplin et tout ça. Enfin, pas tous, hein, mais beaucoup se mettaient en scène. Je dirais surtout Keaton, en fait. Votre cinéma, Chaplin. Pensez à Keaton. Plus qu'à Chaplin, en fait. Ouais. Oui, on n'a pas le mélodrame. Oui, il y a le côté le jeu sur les cordes. Et ils mettaient leurs pattes, leur humour, pas seulement dans leur jeu physique, mais aussi dans tout ce qui est environnant. Je pense que ça vient de leur passé théâtral aussi. Parce que quand on vient sur scène, on emmène quelques objets choisis et on demande quelle couleur vous voulez. Donc on a l'habitude de dire est-ce que tu veux un plein feu ou tu veux pas un plein feu, est-ce que tu veux un effet spécial, voilà. Mais ça doit toujours être simple. Et donc voilà, on vient de là et c'était logique d'apprendre comme ça. Et le public est en fait notre metteur en scène, dans le sens où son attention, la brillance dans les yeux, la qualité des silences, tout ça nous renseigne sur ce qu'on fait. Et on a appris à se voir un peu en jouant, c'est-à-dire sentir un peu. Donc on vient de là, et quand on joue, quand il suffit un ajout, elle compte sur moi pour dire des choses s'il faut, mais elle le sait aussi un peu. Et elle peut dire ah non. Voilà, on est dans ce genre de rapport. Et avec les autres? On les met en scène. Ah oui, d'un seul coup, vous gérez la... Oui, mais mettre en scène, parfois, ça veut dire juste laisser la personne tranquille, en fait. Ne pas essayer de forcer la personne de faire ce que tu avais prévu, mais essayer de voir qu'est-ce que la personne propose qui est plus intéressant que ce qu'on a prévu. Donc, parfois, c'est plus ça que de dire « jouez plus comme ceci ». On est plus jardin à l'anglaise que Versailles, quoi. C'est plus facile d'arroser une plante et de voir vers où elle va. Voilà. Alors, donc vous partez avec une trame de base. Avec une trame de base assez écrite et vous permettez beaucoup d'improvisation dessus. Pas au tournage. Pas au tournage, avant. En fait, pour vous, oui, c'est un peu système plus théâtral, en fait. Vous travaillez beaucoup. Oui, on répète. Et puis après, vous captez... On essaie de retrouver ce qu'on a trouvé, on répète. Ce qui est déjà pas évident parfois. Et des fois, les répètes sont mieux que le... Oui. C'est tout le travail du théâtre, c'est comme ça. Et, avec le stress du tournage, parfois, on devient tout crispé et donc on perd la fraîcheur, la liberté.
on retrouve des tics, parce qu'on a tous des tics comme acteurs, parce qu'on a peur, voilà. La veille du tournage, nous, en général, on a du mal à dormir, quoi. Donc, ouais. C'est un peu comme dans le film Ramba, je ne sais pas si vous avez vu, la nuit blanche qu'on passe, et ça, c'est nos nuits avant le spectacle. Est-ce que pour vous, le cinéma, c'est un bonheur à faire? Est-ce qu'il y a un côté encore, avec tous ces problèmes et tout, les problèmes dessous, ça on va en parler après, mais est-ce que ça reste ludique et drôle? Oui, parce que enfin, moi, j'ai l'impression d'être un imposteur. C'est comme je vois, je me dis parfois, waouh, je fais du cinéma, c'est incroyable, quoi. Mais oui, c'est un bonheur parce que c'est un travail avec une équipe. C'est un peu comme être un architecte ou de stimuler, de choisir, c'est très très gai. Et de faire comme une peinture avec les gens, c'est super. Et donc justement, ce qui est intéressant aussi au théâtre, c'est au cinéma, pardon, c'est que ça va rester. Oui. Vous serez grisonnant et tout dans très longtemps. C'est déjà fait. Hein. Oui. Oui, il y a un potentiel encore de plus de cris. Il y avait aussi ce désir de rester, enfin, de faire que votre œuvre Peut-être un petit peu, oui. enfin, existe au-delà de vous, en fait. Oui, il y a sûrement de ça, mais et je mélange les deux questions. C'est que quand au théâtre, on a fait 5 spectacles à 2 sur scène, étant clown physique, bah, c'était souvent des histoires d'amour. Et donc, même la 5e, c'était une histoire de haine et ça marchait pas très bien. Donc, on l'a retransformé en histoire d'amour. On savait pas pourquoi, mais les gens décident un peu qui on est en fonction des corps et tout. Et donc, on était contents après ça, après donc 20 ans de tournée théâtrale en camionnette, de ville en ville, à démonter, remonter, et toujours avec 3 personnes, un technicien et nous 2. Il y a un moment où on était content de pouvoir balayer tout ça, sans vraiment changer la nature du travail, mais de pouvoir travailler avec plein de gens, pouvoir travailler avec 10 comédiens si on veut, ou 13 amateurs, et du coup ça relance un plaisir, une découverte dont on avait besoin. Et justement, ces personnages, donc, on suit pratiquement toujours vos noms. Jusqu'à quel point c'est vous? Est-ce qu'ils évoluent en même temps que vous, dans la vraie vie? Physiquement, oui. Pas le choix. Physiquement, ça n'a pas bougé, mais... Non, oui, ils sont proches de nous, mais bon, on est un peu plus naïfs, c'est sûr, dans les films pour permettre des choses à arriver. Ceci dit, j'ai jamais fait dans les films des accidents aussi bien que dans la vie. C'est vraiment maladroite. Mais c'est marrant parce que on voit ces personnages, on voit leur histoire évoluer, on découvre comment ils se sont rencontrés, tout ça. Enfin, ils ont ce côté intemporel et en même temps, on a le plaisir de les retrouver comme quand on lit, je sais pas, un album de Tintin ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pour ça qu'on garde les noms, en fait. C'est pour ça. C'est quelque chose qui existait déjà dans le burlesque. Les gens ouais, c'est ça. Non, c'est Charlot, c'est... Oui, Laurel et Hardy, voilà. Dans une nouveau métier, nouvelle aventure, il y a un peu de ça. Au début, on s'emmerdait un peu, enfin, à un moment, on s'est dit, mais pourquoi changer de nom à chaque film, quoi? On va devoir faire une liste immense. Donc on s'est dit, bah, comme quand on n'a pas encore trouvé les noms dans l'écriture du scénario, on met Dom, Fiona. Et à un moment, on s'est dit, bah, pourquoi on ne garderait pas Dom et Fiona? Ce qui est marrant, c'est qu'ils se ressemblent quand même. Enfin, les personnages restent, non pas seulement le même nom, mais il y a une espèce mais c'est ça qu'on disait par rapport au clown, on parle de nous-mêmes, voilà. Tandis qu'un comique, souvent, pas un comique, mais les comédies sociales, on joue un personnage, on joue un bibliothécaire, on joue un médecin, et on campe des personnages, mais le clown, il parle de lui-même, elle-même. Et ça m'a fait penser, ben voilà, vous parlez souvent de Coris Maki, vous parlez souvent de Chaplin, tout ça. Bon, j'aimerais que vous parliez un peu de Pierre et Tex, parce que il y a une filiation qui me semble assez évidente avec Pierre. Oh, c'est marrant parce que quand on a fait le premier court-métrage que vous avez vu, on se demandait un peu comment amener notre humour et notre langage très corporel au cinéma. On se disait comment on va faire, et aussi un peu intimidé par les gens qui nous inspiraient tellement. Moi, je ne suis pas à la hauteur d'un Chaplin ou d'un Keaton, quoi. Et quelqu'un qui s'appelle Olivier Smolders, qui fait beaucoup de courts-métrages, nous a dit regarde Le Soupirant de Pierre et Tex. Et c'est un espèce de truc, il y a de la danse, il y a du comique visuel, il y a des jeux avec des objets. Et c'était un peu comme un clip, et à la fois nourri par un personnage, un peu comme si c'était un personnage du temps du muet.
Et on s'est dit, ah ben oui, en fait, ça nous a libérés parce qu'on s'est dit, on peut prendre cette matière burlesque et en faire autre chose. C'était un peu le chaînon manquant entre les monstres burlesques du passé, du muet, et aujourd'hui, parce que Pierre Étex était plus moderne aussi dans son approche. Et on a donc, alors on l'a rencontré aussi, il avait des gros problèmes, il a perdu les droits sur ses films. À un moment, c'est un producteur qui lui a dit, moi je t'achète, parce qu'on visionnait moins ses films à une époque, hein, et il était un peu âgé, et donc un producteur lui a dit, je t'achète tous les films et on va les ressortir. À part qu'il les a jamais ressortis, il attendait la mort de Pierre Étex pour faire un peu de blé après. Et donc à ce moment-là, plein de gens, enfin, on essayait de faire des trucs à Bruxelles pour attirer l'attention des médias sur ce problème. Et donc on a joué sur scène avec lui. Il a joué devant les gens, il a fait un numéro comique de magie. C'était super. Nous, on a fait une petite danse et on l'a croisé là. Et comme on voulait 2 personnes âgées pour le film Paris pieds nus, on a tout de suite pensé à lui. Et on l'a appelé et il a dit non. Et il a dit non, je peux plus, je suis trop vieux. Et on a dit, attends, on va faire, tu dois juste t'asseoir sur un banc et nous on fera la partie danse des pieds et voilà. Mais il a répété, c'est difficile et tout, et on n'a pas compris en fait, et il est mort. Il est mort quelques jours plus tard. Il était très fatigué. Ouais, voilà. Et donc on savait plus qui prendre et on connaissait quelqu'un qui connaissait Pierre Richard. Et donc il a lu on a dit, faut pas le fatiguer, envoyez-lui 5 lignes sur le scénario. Il a lu les 5 lignes, il a dit bon, d'accord, mais pas plus que 3 jours, et pas n'importe quel jour, ces jours-là. Donc on a dû retourner tout le plan de travail de notre film pour l'accueillir, et puis on est allé chez lui. C'était drôle de voir Pierre Richard, hein, et qui venait au tournage en Harley-Davidson, parce qu'il préfère rouler à 85 ans quand même, avec un casque qu'on ne le reconnaît pas, plutôt que de prendre le métro, parce qu'encore maintenant, les gens dans le métro disent « mais c'est Pierre Richard ». Il est incroyablement populaire. Hein. Oui, on lui demande des autographes tout le temps. Et ce qui est merveilleux dans vos films, c'est qu'ils sont très tendres, très poétiques, mais jamais mièvres. Vous avez quelque chose contre la mièvrerie, ce qui pour moi est un compliment. Hein. Oui, moi ça me gêne quand je pleure devant un film et qu'on m'est un peu obligé de pleurer. Bon, on aime bien prendre un petit peu de distance par rapport à ça, et les gens, ils sont... je pense que c'est une différence entre être ému et puis... La sensible et la sensiblerie. Quoi. Oui, oui. Ouais. Et surtout que dans notre domaine, le clown, ça peut aussi facilement être catégorisé comme ah, c'est pour les enfants. Enfin, ouais. Vos films sont parfois assez cruels, en fait. Oui, mais c'est dans la nature du clown, en fait. C'est la chute, comme je disais. C'est des histoires de gens qui tombent et qui se relèvent. Donc, on peut aller loin dans la chute, quand même. Le plus loin qu'on a été, c'est dans le film L'Étoile filante, où c'est assez sombre. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait Oui, c'est intéressant, et ça correspond aussi, j'imagine, à une évolution personnelle de votre façon de voir les choses. Oui, c'est une étape, quoi. Le prochain, on est en train de l'écrire, de le préparer. Ça sera sans doute plus joyeux et plus dingue. Ouais. Comment vous avez construit votre cinéphilie? Vous l'avez construite ensemble ou vous en avez déjà de bonnes bases chacun de votre côté avant? Les inspirations. Oui, non, mais ce que vous voyez, ce que vous aimez. Bon, on l'a bâti un peu ensemble. Tous les deux, on était attirés. C'est pas un hasard si on est ensemble par des choses qui font rire et par le corps. Mais toi, tu as moins eu Chaplin, Keaton, tout ça, tu as eu, hein? Pas quand j'étais petite, non, mais je connaissais bien quand même. Ouais. Non, parce que moi, de mon temps, il y avait les mercredis soirs, les samedis, c'était des émissions télé où il y avait des trucs rigolos, quoi, du burlesque. Et ça me parlait tout de suite comme... je trouvais que c'était très profond, ça représentait vraiment mon état de désarroi dans la vie, et le fait d'en rire, je me disais, bah, c'est chouette. Oui, vous nourrissez encore beaucoup de cinéma. Vous êtes encore... Et pas que du burlesque, on oui, aime beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est justement ça qui est intéressant, et je pense que ça influe aussi sur vos films. Parce que oui, des influences qui semblent... Hitchcock, voilà. Powell Pressburger, Kaurismäki, on dit à un moment, on disait c'est tous les cas. Oui, Kitano, on aimait beaucoup. Si c'était un cas, on le regardait. Alors,
Comment vous voyez l'avenir, le vôtre et celui du cinéma en général, parce que les choses évoluent très vite? Oh bah, moi, je trouve qu'il a tout de l'avenir, parce qu'un jeune, hier, nous demandait « Est-ce que vous croyez en nous ?» On a dit « évidemment !» Parce qu'il y a tellement de choses à raconter, de tellement de différentes manières, que voilà, il y a des documentaristes ou des gens qui s'intéressent. Il y a moyen de parler des choses tellement importantes, parfois poétiques. Avec peu de moyens maintenant. Il y a moyen de faire du cinéma. Si on veut faire du cinéma, on peut le faire avec beaucoup ou avec peu. Il faut juste avoir envie de le faire et de travailler. Oui, ce qui rend la diffusion aussi plus difficile, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. C'est pas seulement la question de faire, c'est aussi la question de pouvoir montrer dans le bon, voilà, d'être vu. On se retrouve un peu à Avignon, en fait, maintenant, avec les produits filmés. Un peu inondé, c'est vrai. Ouais. Ça peut être compliqué. Oui, il y a des grands bouleversements aussi. Les salles. Nous, on a toujours été sortis en salle dans tous les pays, et c'est facile parce qu'il y a peu de dialogue. Mais on voit bien que les salles ont un peu du mal après le Covid pour retrouver le... Et pourtant, il n'y a rien de tel être ensemble, c'est différent, quoi. Le collectif, et ça permet de discuter et tout, de boire un verre après, mais c'est aussi ça, je trouve que ça accélère la perception. Comme quelqu'un nous disait, on a un film où, enfin je ne vais pas le dire, mais il y a des petits détails cachés dans le fond d'une scène, quelqu'un va rigoler, donc tout de suite les autres se disent quoi, qu'est-ce qui se passe, et puis on trouve le détail. Il y a une accélération. C'est Capra qui parlait de ça, il disait il y a un rythme naturel au montage, et quand je le projette en salle, c'est trop lent. Et que il mettait des enregistreurs à bande cachés dans les sièges pour voir quand les gens gigotent ou quand ils rigolent et tout. Et il disait, je ne suis pas assez rapide parce que la collectivité accélère la perception. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris. Chaque fois, on se le dit et on se dit, la prochaine fois, on va faire au moins... On fait 10 prises d'une scène, on va en faire une très rapide. Et puis, chaque fois, on ne le fait pas. Je sais pas, c'est ce qui fait partie aussi du charme de votre cinéma, c'est vous laisser le temps au temps. Ouais. Tout n'a pas besoin d'être rapide, en fait. Beaucoup de choses sont rapides aujourd'hui. Ouais, c'est parce qu'il y a un temps juste dans l'interprétation et que quand on la voit, on dit là c'est juste, c'est bien nourri, et en fait dans le montage c'est un autre temps. Et on n'a pas parlé de montage, c'est évidemment un poste qui est capital chez vous. Vous travaillez énormément, vous travaillez tous les deux dessus. Oui, 3 avec la monteuse. Oui, on pense toujours qu'on va le faire rapidement parce qu'on n'a pas énormément de plans et pas énormément de prises non plus, mais toujours il manque de temps à la fin. Oui, c'est ça qui m'a intéressé dans ce que tu disais hier. Je parlais du fait qu'en digital, on peut tourner autant qu'on veut. Et tu disais, en fait, le problème, c'est pas la pellicule ou le digital, c'est l'argent et le temps. Le temps. Ouais, si on pouvait mettre 3 semaines pour faire une danse, ça serait génial. Parce que y a moyen d'aller... quand on voit les comédies musicales, les moyens qu'ils avaient et le temps qu'ils avaient, c'est... Après... Et ils avaient le talent de danseur aussi. Et ils avaient le talent de danseur, ouais. Non, mais après, même en travaillant l'humour, la danse clownesque, il y a moyen de la... Mais on fait déjà des longs tournages, on fait 10 semaines, la moyenne c'est 5-6 maintenant. Donc on tient bon. Mais c'est aussi parce qu'on travaille dans des... Rien n'est réaliste chez nous, rien n'est naturaliste. On choisit des couleurs, on repeint tout, enfin on choisit les objets. Et donc ça prend un temps d'installation, voilà, ça prend du temps. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous, les amis. Vous êtes épatants. On est vraiment heureux que vous soyez là. Merci Caroline pour les questions. Oui, c'est vraiment plaisir. Et puis, on va manger. Bon appétit à tous et bravo. Merci d'être venus.